Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actu territoriale. Comme d'habitude, on va faire une revue de presse, donc là pour le mois de mai dernier. Et je vous propose comme d'habitude de faire ça par bloc thématique. Alors on commence avec un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'attractivité dans la fonction publique, ou même plutôt le manque d'attractivité. Et pour répondre à cette problématique, il y a eu un salon qui s'appelait Choisir le service public, qui a été organisé à la station F, donc au lieu de la Startup Nation. Bon, c'est peut-être pour envoyer un message aussi comme quoi la fonction publique n'est pas ringarde et ce type d'action n'est pas inutile dans le sens où aujourd'hui on a environ 58 000 postes vacants dans le service public. Donc, on est plutôt dans une période où il faut draguer les gens pour qu'ils viennent. Et malheureusement, on le sait aussi, on va pas se cacher. Le nerf de la guerre, c'est le manque d'attractivité au niveau des salaires. Donc, on va voir dans un prochain article les réponses du gouvernement face à ça. Mais bon, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi le sens, c'est ce que j'ai sélectionné ici, que ce soit au stand de l'éducation nationale ou à celui de l'hôpital de Strasbourg pendant ce salon, ou même au ministère de la transition écologique. Bon, on nous dit que c'est le sens qui compte, par exemple sauver la planète, les enfants ou les malades. Donc évidemment, pour les gens en quête de sens, c'est quelque chose qui peut leur parler. Mais très rapidement quand même revient la question des salaires, surtout dans un contexte d'inflation record. Et malheureusement, ce qu'on nous dit, c'est que bon, cette question, elle est planquée sous le tapis, en tout cas pendant ce salon. Et cette question épineuse de la rémunération dans le public, on le voit avec de nombreux témoignages. Alors là, on en a un. Un seul témoignage, ça veut rien dire, mais on en a des centaines, voire des milliers qui s'accumulent. Là, par exemple, c'est celui de Mathilde, qui est aide-soignante et qui a 27 ans, qui est environ à 1700 euros mensuels. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle aimerait bien se reconvertir parce qu'elle est fatiguée par le métier et puis un métier qui ne paye pas assez selon elle. Et ce que je trouve intéressant aussi dans cet article, c'est pour illustrer finalement cette paupérisation dans le public, cette paupérisation généralisée, c'est l'exemple des enseignants qui sont passés dans les années 80 d'un salaire débutant, hein, à 2,2 SMIC. Donc, à l'époque, quand on commençait à enseigner, eh bien, on avait le double du SMIC. Donc, on va dire une paye de cadre, de jeunes cadres. Alors qu'aujourd'hui, on est seulement à 1,1 fois le SMIC. Donc aujourd'hui, quand on commence, bah, concrètement, on est au SMIC, on a à peine plus. Ce qui est quand même fou, dans le sens de la valorisation de ce métier, qui est censé être un métier important de notre société, le transfert du savoir vers les enfants, la formation des enfants et bien sûr des jeunes adultes. Et ben aujourd'hui, un enseignant débutant, à la limite, il va toucher quasiment la même chose qu'un caissier en temps plein. Alors évidemment, je dis pas que le caissier en temps plein, c'est normal qu'il soit juste au SMIC, mais je pense que ça l'est encore moins pour un enseignant débutant. Autre élément important en termes de rémunération, c'est on nous dit qu'il y a un écart moyen de 6% avec le privé, donc en défaveur hein, du secteur public. Donc voilà, dans cet article, on a pas mal de données comme ça qui donnent le là du climat actuel dans ces discussions autour des salaires. Alors ensuite, dans un autre article sur Weka, alors là, on va nous parler plutôt des conditions de travail comme facteur d'attractivité dans la fonction publique. Et ce qu'on nous dit, c'est que l'argument de la sécurité de l'emploi aujourd'hui n'est plus déterminante, même si ça parle encore, hein, on le voit avec certains échanges qu'on peut avoir avec des jeunes candidats, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Le côté sécurité de l'emploi joue encore, mais c'est plus le facteur déterminant comme il y a encore une vingtaine d'années. D'autant plus, d'ailleurs, ce qu'on nous dit ici, c'est que le taux de chômage aujourd'hui est environ à 7%. Donc, du travail, je ne vais pas paraphraser un certain président en disant qu'il suffit de traverser la rue pour en trouver, mais n'empêche que dans des périodes où on est dans des taux de chômage aussi bas, c'est quand même plus facile puisque il y a quand même beaucoup d'annonces et notamment on l'a vu dans le public avec 58 000 postes vacants, mais c'est aussi le cas dans le privé. Là, dans cet article, l'ajout supplémentaire intéressant, je trouve, c'est le côté axé sur les collectivités, où on nous dit que l'âge moyen des agents, 46 ans, il est supérieur à celui des fonctionnaires hospitaliers ou d'État, et donc de nombreux départs à la retraite sont prévus prochainement. Et c'est le cas par exemple pour les secrétaires de mairie, qui vont bientôt partir massivement en retraite, et donc il va falloir remplacer. Autre spécificité de la fonction publique territoriale, c'est la surreprésentation des agents de catégorie C. Hein, on nous dit que parmi les 2 millions d'agents de la territoriale, 75% sont en catégorie C. Et bien sûr, c'est la catégorie la moins bien rémunérée.
Et clairement, on assiste à un tassement des grilles de rémunération avec, bon, un SMIC qui augmente petit à petit. Donc forcément, les échelons vraiment les plus bas augmentent aussi pour, ne pas se retrouver en dessous de ce seuil, hein. Ça, c'est pas possible. Il faut que ce soit au minimum le SMIC, sauf que les, échelons au-dessus n'augmentent pas forcément. Donc on assiste vraiment à un tassement, au niveau du SMIC ou à peine plus pour, ces agents de catégorie C et donc ça devient forcément de plus en plus compliqué pour, les acteurs locaux, mais même plus généralement dans le public, de, recruter des gens avec une, rémunération quand même aussi, tendue. Et c'est d'ailleurs l'objet de ce dernier article, sur le bloc, attractivité, sur, le site de la Banque des territoires. On a, le ministre Stanislas Guerini, qui, bah, est conscient, hein, quand même de cette problématique et qui dit que, il devra apporter des réponses aux questions de pouvoir d'achat. En effet, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique était auditionné sur, le sujet de l'attractivité de la fonction publique territoriale par une délégation sénatoriale aux collectivités. Donc sur, le constat, bon, il est d'accord avec tout le monde, hein, pour les salaires les plus bas, c'est plus compliqué dans un contexte d'inflation, très forte, voilà, évidemment et il balaie, presque d'un revers de main la possibilité d'une, hausse de la valeur du point d'indice puisqu'il nous dit que, certes, l'avantage d'une hausse de la valeur du point d'indice, c'est que ça réoxygène les grilles, hein, c'est ce que je disais juste auparavant. Ça lutterait contre cet effet de tassement des grilles, notamment en catégorie C et même aussi en catégorie B. Mais il ajoute aussi qu'il y a des limites à cet exercice, qui serait un peu inégalitaire, puisqu'il conduit à augmenter davantage les traitements des agents les mieux rémunérés. En fait, si on fait ça, tous les salaires dans le public augmentent, y compris les salaires, les plus hauts. Bon, évidemment, mais on voit que, à travers les, différentes prises de parole qu'il a, on sent que, la hausse du point d'indice, c'est pas pour tout de suite. En revanche, ce qu'il indique, c'est qu'il faut avoir un travail sur, la manière dont on rémunère dans le public et il faudrait aller, selon lui, vers une, différenciation, hein, donc pas forcément augmenter, tout le monde, mais par exemple de cibler un peu plus là où il y a des, problématiques et notamment il prend, l'exemple des secrétaires de mairie dont on parlait juste avant, avec, éventuellement, le fait d'offrir une évolution de carrière plus rapide. Pourquoi pas aussi agir sur, les quotas de, promotion. Bref, on a comme ça plutôt des possibilités, des pistes comme ça de réflexion, soit individuelles, un peu liées au mérite ou alors, sur, des groupes ciblés comme, les secrétaires de mairie. On aura aussi des possibilités sur, des aides, hein, par rapport au logement des fonctionnaires. Il prend, l'exemple de, certains métiers comme les policiers, les soignants, les personnels de la petite enfance qui ont besoin de résider près de leur, lieu de travail. Sauf que, bon, bah, pour ceux qui travaillent dans des grandes métropoles ou voire à Paris, vu le prix du logement, c'est quand même très compliqué. Donc pour lui, il faudra fabriquer du logement et renforcer l'offre de logement aux fonctionnaires et pourquoi pas réfléchir à, des choses un peu ambitieuses comme, réorienter du foncier de, l'État vers, ce logement pour les fonctionnaires. Et pour finir, ce qu'on nous dit, c'est que le geste salarial, à la hausse serait une bonne, idée pour les fonctionnaires. Même les employeurs, territoriaux sont d'accord là-dessus, mais quand même avec, la problématique, suivante qui est que ça tirerait forcément à la hausse les dépenses des collectivités, notamment, bon, les dépenses de fonctionnement et ces dépenses sont déjà sous pression avec, l'explosion des prix et donc il faudra mener une réflexion sur, les recettes des collectivités si on va vers une hausse, plus ou moins massive de, la rémunération des fonctionnaires dans la territoriale. Alors maintenant, on change de thématique, on passe sur, une thématique, bah, encore moins, réjouissante, celle des, violences envers les élus. Avec bien sûr l'exemple, qui, a, crevé l'écran au mois de, mai, c'est, la démission du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Donc pour rappel, tout ça fait écho à un projet de transfert d'un, CADA, donc un centre d'accueil de demandeurs d'asile, sur sa commune et dans cet article, on, voit un peu la montée, progressive des violences envers lui et surtout, on voit le, manque de soutien, de l'État à tous les niveaux, sauf évidemment à la toute fin quand, l'affaire était médiatisée. Et donc selon, Yannick Morez, ça a commencé au, moment où, l'État a imposé ce, transfert du CADA au sein de la commune, mais à un autre endroit et au fait qu'en termes de communication vers les habitants, ce n'était pas à l'État de s'en charger, mais à la municipalité. Qu'avant ça, tout se passait bien sur le CADA, on va dire, 1re version. Sauf qu'avec ce déménagement, notamment, bon, près d'une école, il y a un certain nombre de collectifs qui se sont emparés de l'affaire, mais aussi un certain nombre, de riverains, qui étaient opposés à ce projet. Mais autant c'est une chose d'exprimer son mécontentement ou son opposition à un projet, ça, bon, bah, ça s'appelle la démocratie.
autant aller jusqu'à harceler un maire en lui déposant, dans sa boîte aux lettres des, photos, d'enfants morts, a priori, c'est ce qu'il explique. Voilà, des choses, très choquantes dans ce genre-là, des menaces, et puis, bah, c'est allé jusqu'au, 22 mars dernier, un incendie dans sa maison. Il y a eu, bon, on peut appeler ça, il utilise le mot attentat criminel, on peut tout à fait, évoquer ce genre de mot. Il y a un engin explosif qui a été mis entre ces 2 véhicules. Ils étaient dans la maison, à ce moment-là, et heureusement, ils ont été réveillés par le bruit, ce qui leur a permis de sortir. Mais, bon, très clairement, quand on en est rendu à poser des engins explosifs qui peuvent, bah, tuer, hein, tout simplement, c'est pas, autre chose, on peut, parler, de, décivilisation comme, l'a dit récemment le président de la République. Et donc dans cet article, il revient, sur toutes les étapes, en fait, jusqu'à, bah, cet attentat. Alors je vous refais pas tout l'historique, vous pourrez aller voir, dans l'article directement. Mais on voit que c'est monté crescendo et que, dès le début, monsieur le maire, est allé, voir la police, pour, essayer de déposer plainte, pour essayer d'être protégé. À chaque fois, on lui disait: «Non, mais c'est, la liberté d'expression, hein, on peut rien faire», et ça illustre bien quand même, au-delà de ce cas, personnel, ça illustre bien le climat global envers les élus locaux. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite par Public Sénat sur leur chaîne YouTube qui, résume bien ça. Pareil, je vous invite à aller la voir. Là, je vous donne juste quelques, éléments où, bon, là, on voit cette photo quand même choquante du domicile et des voitures du maire de Saint-Brévin. Enfin, on voit quand même que, c'est une véritable attaque qui a été, subie. C'est pas, une intimidation, hein. Là, on est passé à autre chose. Déjà que l'intimidation, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister envers nos élus, mais là, en plus, bon, là, c'est carrément un incendie criminel. Donc on nous dit qu'il y a 32 en plus de cas de violence entre 2021 et 2022 envers les élus. Rappelez-vous, moi déjà, on faisait des, vidéos, hein, en 2021, sur, les violences envers les élus. C'était déjà un sujet de préoccupation majeur, et là, on a un tiers d'agressions en plus. Donc on est sur, des choses, inimaginables. On a d'autres chiffres, hein, éloquents sur, par exemple, l'AMF nous dit que, lorsqu'il y a une plainte de déposer, et on l'a vu juste avant, c'est pas forcément facile, hein, les plaintes sont pas forcément prises. Donc dans le cas où elles sont prises, on a seulement 21 qui aboutissent à une condamnation pénale. Donc on a aussi un problème au niveau de la justice. Si on a ce sentiment d'impunité, global, mais, bon là, on va dire, plus, ciblé sur, les agressions envers les, élus, bah, forcément ça va être compliqué de lutter contre ça. Évidemment, ça a plusieurs effets, mais notamment le fait que les démissions, d'élus augmentent, hein. On en a eu plus de 12 000 depuis 2020, et ça, c'est seulement sur, le volet, violence, mais, vous le savez, on en a déjà pas mal parlé dans les vidéos de la chaîne, mais en plus des violences, il y a aussi, les lourdeurs administratives pour, les maires, et notamment les maires des petites communes qui sont complètement dépassés par, les procédures administratives, les règles juridiques, de plus en plus lourdes. Il y a aussi un manque de soutien de l'État, on l'a vu avec cette affaire de Saint-Brévin, une valorisation salariale insuffisante et un empiètement, manifeste sur la vie personnelle. Encore une fois, on l'a vu avec cette affaire de Saint-Brévin où, la femme du maire avait peur de se balader dans sa propre ville, alors que ça faisait une trentaine d'années que la famille habitait là. Bref, ça devient, vraiment n'importe quoi. Et donc en réponse à cette problématique, Yannick Morez, a été entendu par la commission des lois du Sénat le 17 mai, et on a, également un plan qui a été annoncé par la ministre chargée des collectivités territoriales, Dominique Faure. Elle veut évidemment arrêter cette spirale infernale de la violence faite aux élus. Alors, dans les principales mesures de ce, plan de lutte, on a la création d'un pacte sécurité. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, plus de 3 400 référents atteintes aux élus dans les commissariats et les gendarmeries à travers la France. Ce sont ces référents, qui prendront les plaintes des élus si nécessaire, et au-delà de ça, ce seront un peu, les oreilles, des, élus en cas de problème, et ces dépôts de plainte, ils pourront être même réalisés directement par ces référents chez les élus ou, dans la mairie. Il y aura aussi un renforcement du dispositif, alarme élu. Donc chaque élu pourra se signaler si, il se sent en danger. En cas d'appel au 17, la demande du maire, sera jugée prioritaire, enfin du maire ou de l'élu, hein, en général, ce qui pourra entraîner un renforcement des patrouilles, voilà, de la police au domicile de l'élu ou à sa mairie. On a aussi la création d'un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, et enfin un durcissement des sanctions pénales. Et enfin, je vous ai sélectionné 2 articles sur, des thématiques, différentes. Alors, d'abord sur la réforme du lycée professionnel. En effet, le président de la République a annoncé, différentes mesures sur, sa réforme autour de 3 objectifs: la lutte contre le décrochage scolaire, l'insertion professionnelle et une revalorisation du travail des enseignants.
En effet, selon Emmanuel Macron, il faut faire des filières professionnelles une voie d'excellence et une cause nationale. Le but, toujours selon lui, c'est que chacun puisse trouver un métier avec un bon salaire et qui a du sens. Pourtant, aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas puisqu'on a environ 30% des jeunes qui sont scolarisés en lycée professionnel qui décrochent au cours de leur parcours et moins de 40% de ces diplômés arrivent à trouver un emploi après 6 mois. Donc pour lui, il faut donner des moyens pour la découverte des métiers, avec une véritable transparence sur les débouchés dans chaque filière professionnelle. On sait très bien qu'il y a certaines filières qui recrutent plus que d'autres, qui sont plus dynamiques que d'autres. Il faut également un enseignement plus adapté aux besoins des élèves. Là, c'est pour éviter clairement la déscolarisation, hein, puisqu'on a des élèves qui sont plus en difficulté que d'autres. Et il faut également revisiter la carte des formations. Donc là, clairement, le président dit qu'il faut en fermer certaines et en ouvrir d'autres en fonction de l'attractivité et de la réalité du marché de l'emploi. On aura également des lycéens stagiaires qui seront bientôt rémunérés. On aura également davantage de souplesse en terminale entre les élèves qui voudront continuer vers un BTS et ceux qui voudront s'insérer directement dans le monde du travail. On aura aussi un développement du mentorat entre les élèves et des gens qui sont déjà dans le monde professionnel. Et puis une revalorisation pour les enseignants volontaires. Et enfin, un dernier article sur les aides financières, sur les pistes cyclables, etc. C'est-à-dire qu'on va parler du nouveau plan vélo du gouvernement. Un plan de 2 milliards d'euros, donc quand même beaucoup plus ambitieux que le dernier qui était de 350 millions d'euros sur 7 ans. Mais au total, c'est même plus de 6 milliards d'euros qui vont être investis d'ici à 2027, si on prend en compte en plus les collectivités territoriales. Et concrètement, tout cet argent va servir à doubler les pistes cyclables, à augmenter les aides de l'État, mais aussi des collectivités. Et donc, par exemple, les aides d'État, elles vont être élargies aussi à l'acquisition d'un vélo d'occasion, et qu'il soit électrique ou non. On aura aussi des modifications du code de la route. Donc, par exemple, pour permettre aux cyclistes d'évacuer le sas et de se retrouver avec une vitesse suffisante avant le départ des autres véhicules. Donc, ça, c'est pour les feux. On aura aussi une augmentation des stationnements sécurisés, hein, les box pour vélo. Et enfin, la formation de 850 000 enfants par an d'ici 2027 à la pratique du vélo. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les actus du mois de mai. J'envoie également une newsletter tous les dimanches pour résumer l'actu de la semaine. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!